notre collègue et ami Nejma Pouzidi. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je réitère mes félicitations à la candidate, Mademoiselle Yala, pour la présentation de son travail, donc qui est clair. C'est vrai qu'elle a tardé, qu'elle a pris quand même une bonne partie, elle parlait sur la théorie, mais à la fin, elle a su présenter quand même sa partie pratique. Mais grosso modo, la présentation était excellente. Vous dégagez en vous une assurance, voilà, et puis ça montre que vous dominez et vous aimez le travail que vous faites. Donc je vous remercie pour cela. Je parlerai sur le fond et la forme du manuscrit. Le manuscrit est bien structuré, donc on comprend dès que le squelette est bien structuré, c'est-à-dire dès qu'on le lit, on le comprend, donc il y a une fluidité d'idées. Cela dit, il a un caractère pédagogique. Donc ça y est, vous êtes rentré dans la pédagogie, et en même temps vous faites de la recherche, ce qui est rare chez des candidats. Quelques imperfections, par contre, au niveau du manuscrit. Je vous donnerai le manuscrit pour correction. Bien sûr, il y a des S en plus, ou bien des fois ils sont en moins. On comprend, lorsqu'on rédige et qu'on est pressé par le temps, c'est certain, on tombe toujours sur ce genre d'imperfection. Ce qui ne diminue nullement en votre travail, hein. C'est-à-dire c'est normal. Eh bien, on va passer à quelques critiques objectives, aussi des questions pour nous éclairer, parce que vous qui avez fait ce travail, vous êtes la seule qui maîtrisez le travail. Donc, c'est des petites critiques objectives. Je commencerai par l'exposer déjà. Je voudrais poser une question par rapport, montrez-moi la partie théorique, là où vous avez montré la cristallinité de l'hydroxyapatite, c'est-à-dire vers les toutes premières diapos, hein, vous avez montré, vous avez défini ce que c'est que l'hydroxyapatite, vous avez... Non. Vous parlez de ça? Non. Avant, dans la théorie. Ah, ok. Là, exact. Donc vous avez dit qu'il est du groupe spatial P63M, paramètres cristallographiques AB, donc vous avez donné toutes les informations sur une hydroxyapatite, donc type. Hein. Est-ce que vous avez comparé votre hydroxyapatite synthétisée à la théorie? Bon. Franchement, je ne l'ai pas fait, mais à partir du diagramme de diffraction obtenu, on peut accéder aux paramètres cristallographiques. Oui. Donc, on pourra facilement les comparer par rapport à celle de l'hydroxyapatite biologique. Ça aurait été bien parce que la partie la plus importante pour vous, c'est la synthèse de l'hydroxyapatite. Déjà, c'est la base, c'est le support, c'est ce que vous voulez faire. Donc, il fallait le comparer du point de vue minéralogiquement et cristallographique. Est-ce que vous avez exactement la même structure minéralogique que celle synthétisée? D'accord. Donc, quand j'ai vu la DRX, le diagramme de rayon X de votre... Vous pouvez le montrer, s'il vous plaît? Le diagramme de diffraction. Voilà. Donc, vous dites que vous avez une hydroxyapatite, HA. D'abord, vous n'avez pas identifié les phases. Pourquoi?
Alors, j'ai représenté donc en bas la fiche STM. Oui, oui. Donc, on regarde dans la fiche STM, tous les pics de la fiche, c'est de l'hydroxyapatite. La fiche ASM d'une hydroxyapatite. Oui, pure. Très bien. Alors, comme tous les pics de la fiche coïncident avec ceux de l'hydroxyapatite élaborée, donc ça montre que l'hydroxyapatite élaborée est pure. Il n'y a pas de phase secondaire. Elle est monophasée. D'accord. Ça, c'est une hydroxyapatite calcinée ou bien calcinée? Calcinée. Très bien. Donc, vous avez calciné à 600 degrés. Exactement. Qu'est-ce qui est parti, qu'est-ce qui est resté jusqu'à 600 degrés? Pardon? Qu'est-ce qui est parti et qu'est-ce qui est resté? Après fritage? Après fritage à 600 degrés. Alors, quand on calcine, on fait disparaître les solvants. Pardon? Le solvant de synthèse. Oui. Déjà. Et donc, avant fritage et après, donc, on augmente la cristallinité. Donc, avant fritage, on a une hydroxyapatite, mais elle est amorphe. D'accord. Mais après fritage, elle devient cristalline. Absolument. Voilà. Oui. Donc, mais le groupement ici, pas le groupement, pardon, les phases minéralogiques, est-ce que c'est du CaCO3, c'est du CaOH2, est-ce que c'est du CaO? c'est une hydroxyapatite. Ca10, PO4, OH 2 fois. D'accord, mais le pic le plus important, il correspond à quoi? C'est l'hydroxyapatite. Elle possède un pic intense vers 31 quelque chose. Oui. Donc c'est le pic le plus intense caractéristique de l'hydroxyapatite. Les pics les moins intenses, c'est de l'hydroxyapatite toujours. D'accord. Ça correspond à des plans, excusez-moi. Ça correspond à des plans. Oui, mais un plomb qui correspond à une phase minéralogique. À une phase, oui. À une phase minéralogique. Vous avez donné le plomb 200. C'est des plombs, il n'y a pas de souci. Mais je me suis amusé à prendre votre diagramme et à le comparer à celui de la calcite, du CaCO3. J'ai trouvé que le diagramme, le pic vers 34 et quelques, donc le pic le plus important, c'est du CaO. Est-ce que la chaux, ma question est-ce que la chaux vive ou éteinte nuit à votre matériau? La présence de CaOH2 ou bien de CaO? Est-ce qu'elle est désirable ou pas pour le matériau? Oui. Alors, notre but, donc, comme c'est d'utiliser l'hydroxyapatite comme substitut, donc il serait intéressant d'avoir un matériau vraiment, on va s'approcher du matériau pur qu'un matériau donc avec des phases secondaires. C'est-à-dire, il vaut mieux avoir un matériau pur que d'avoir un matériau avec des phases secondaires. Qu'est-ce que vous appelez phase secondaire? Alors, comme le phosphate tricalcique, par exemple, Oui. on peut l'avoir comme phase secondaire. C'est-à-dire, en augmentant la température, on peut avoir le phosphate tricalcique comme phase secondaire. D'accord. Ben, je passe à autre chose. Directement vers la page 9. 9. Page 9, le tableau 1.1. Quand je prends la composition chimique, j'ai calculé, j'ai trouvé que la somme est de 60,4. C'est pas 100%. Le reste, à votre avis, c'est quoi? Alors, vous donnez la composition chimique de la phase minérale de l'os. exactement, oui. D'accord. Donc j'ai des oxydes, des éléments chimiques. Vous donnez le pourcentage massique. La somme me fait 60,40. 60,42. Normalement, je dois avoir un 100%, c'est la composition de l'os. Le reste, c'est quoi? Alors, personnellement, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai tiré d'une... c'est référencié, donc... Non. Oui, je comprends la question. Oui, C'est ce qu'on appelle les pertes au feu. Non, je n'ai pas d'idée. Ça correspond à quoi, le reste? Ben, à votre avis? Ça peut être... Non, c'est de la phase minérale. Il ne peut pas y avoir de phase organique.
Ça correspond certainement à des choses qui sont perdues pendant la mise à feu pour l'analyse. Donc c'est de l'eau, c'est de matière organique. Hein? Mais on dit bien, c'est la phase minérale de l'os. Oui, mais je vous ai dit par rapport à l'os, par rapport à 100%. C'est la phase minérale, oui. Donc qu'est-ce qui est parti? Phase organique. Phase organique, de l'eau et tout ça. Même les carbonates aussi, les CO3, ils partent. Hein. Là, quand je prends une calcite, on l'a mis à calcination, à partir de 900 degrés, tous les carbonates, s'il y a des sulfures, tous les sulfures disparaissent, ce qui rentre en fait dans les pertes au feu. D'accord? Oui. Maintenant, juste une question. Pourquoi vous voulez calciner à 600? Alors, donc le protocole d'élaboration, il a été tiré, on s'est basé en fait sur la publication de Fethi. Oui. Donc je l'ai mis en... Bon, j'ai détaillé ça. Alors j'ai détaillé ça en page 64. Alors on s'est basé sur le protocole de Fethi. Oui. Alors, donc il a élaboré la poudre d'hydroxyapatite par voie Solgel. Donc en fait, il a varié, lui, le temps et la température de calcination. Donc il a remarqué que, en augmentant la température de calcination et le temps, il a remarqué la formation de phases secondaires. D'accord? Donc, et puis après, il a optimisé le temps et la température. Donc il a optimisé la température à 600 et le temps à 500 pour avoir une hydroxyapatite, je dirais, à 100% pure. Puisque si on va au-delà de 600, si vous regardez la réaction, il y a formation du phosphate tricalcique. Elle se décompose en fait. D'accord. D'accord? Donc il ne faut pas dépasser les 600 degrés. Moi, c'est par rapport, je pose la question par rapport à l'espace interfoliaire. Est-ce que vous avez mesuré les spaces, donc l'espace interfoliaire, parce que le greffage, il est d'autant plus amélioré que cet espace-là est important. Quand vous faites une DRX, pourquoi vous dites qu'il y a une bonne cristallinité? Parce que le pic, il est tellement fin que la distance interfoliaire est importante. Là, vous faites un bon greffage. Maintenant, est-ce que c'est par rapport à cet espace interfoliaire qu'il a obtenu à 600 degrés, une calcination à 600 degrés, il a obtenu de bons résultats, ou c'est par rapport à autre chose? En fait, lui, il a fait que des analyses de diffraction, mais pas en se basant sur la distance interfoliaire. Donc, il a donc comparé ces spectres par rapport aux différentes températures de calcination, donc sans se baser sur la distance interfoliaire, seulement sur la composition. C'est-à-dire, est-ce qu'on obtiendrait un même résultat si on fait 400 ou 500 degrés? On calcine à 400 ou 500 degrés. Est-ce qu'on obtiendrait le même résultat? Le résultat de quoi? De D? Le résultat de votre du greffage, donc de la phase du greffage de la phase du polymère sur votre minéral. Alors, je ne l'ai pas essayé sur des hydroxyapatites cristallisées à basse température, mais... Ah non, 400 degrés, c'est pas basse température. Hein. Mais en augmentant la température, ça devient plus cristallin. C'est-à-dire à 400, elle est moins cristalline qu'à 600. En augmentant la température, les pics deviennent plus distincts, plus intenses. Donc on a une hydroxyapatite plus cristalline qu'à 400. D'accord. Je passe à la page 61. Pardon, c'est quelle page? La page 61, là où vous avez calculé un volume. 61, oui. 61. Oui. Voilà. Vous l'avez montré ici, d'après le protocole, juste après ça, vous avez calculé un volume. Et vous avez trouvé 450, je crois. 450 mm².
Voilà, exact. Voilà. Dites-moi maintenant, quelle est la forme de vos pastilles? C'est des pastilles? C'est des pastilles circulaires, Oui. de diamètre 13 mm, une épaisseur de 2 mm. Donc, si on calcule leur surface, ça donne 450 mm². Qu'on soit d'accord. Tous vos essais ont été faits sur des pastilles cylindriques, donc 13,2. Hein, tous vos essais. Bon, alors pour les essais de biocompatibilité, c'est-à-dire vis-à-vis des cellules, c'était une épaisseur de 1 mm, parce que la presse que j'avais utilisée à Cergy me donne une épaisseur de 1 mm. Mais en Algérie, pour les essais de bioactivité, la presse que j'ai utilisée, elle me donne une épaisseur de 2 mm. Quelle presse? On a une presse ici, à Alger? D'accord. En fait, c'est au niveau du laboratoire d'analyse pour l'infrarouge. Ah, donc c'est les pastilles d'infrarouge. Très bien. Comment vous avez fait pour calculer maintenant la surface apparente qui est égale à 450 mm²? C'est la surface des cercles plus la surface de la périphérie. Quand on dit surface apparente, c'est la surface qui est apparente en fait. On voit. Oui. Donc c'est la partie de la partie. C'est la surface par le diamètre. Voilà. Par la hauteur, pardon. C'est la surface par la hauteur pour vous donner un volume. Là, c'est la surface d'abord, la surface apparente. C'est la partie circulaire plus la périphérie. D'accord. D'accord. Et puis si on remplace la surface dans l'équation, on va remonter au volume. Non, j'ai pas retrouvé la même chose. Ah bon? Oui. J'ai fait les calculs, je me suis 326. J'ai trouvé 326 au lieu de 450, mais c'est pas grave, peut-être que on va s'expliquer après. Il n'y a pas de souci. Parce qu'avec mes calculs, c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé une... Est-ce que ça peut influencer pour votre SBF? En fait, ça va influencer sur le volume. C'est le volume qui va changer. Effectivement. Donc, quand on a un volume ou bien une surface différente de 450, vos calculs, ils ont été faits par rapport à S apparente de 450, alors que c'est 326, je ne sais pas. C'est vous qui savez. Hein, c'est vous qui avez fait ce travail. Je ne retrouve pas la même surface. On va s'expliquer après. Je ne sais pas. Peut-être ça aura des influences ou pas. Maintenant, je passe à la page 66, là où vous avez dressé un diagramme TG. Oui. Le diagramme TG, vous donnez des pourcentages, 4%, 14%, 26%. Donc, c'est toujours pour caractériser la poudre d'hydroxyapatite. Ces pourcentages-là, vous les avez divisés en domaines. Malheureusement, les domaines ne correspondent pas à vos pourcentages. Je prends par exemple le domaine 300, vous avez dit 350, 650. Oui. 350, je crois qu'il y a le diagramme ici, sur la diapo. Je crois que vous l'avez présenté, on pourra mieux voir. Non, je n'ai pas présenté ce résultat en fait. Ah, d'accord. Donc 350, 600. Si je prends mes calculs entre 350 et 600, je n'ai pas 26, j'ai plus de 26%. Parce que là, vous vous êtes arrêté, je crois, c'est vers 400. Là, vous avez dit 26. 26, c'est 450 à peu près 600. Mais là, je crois qu'il y a un problème de concordance du domaine de température. Au lieu de dire 350, c'est 450. Vous me suivez? Ouais. Donc toutes les températures, vous vous êtes trompé dans les domaines de température qui correspondent au pourcentage donné. D'accord. Maintenant, vous avez montré en page 67 une photo MEB. La photo MEB de la particule hydroxyde. Ah, c'est le mètre, oui.
J'aurais espéré qu'il y ait une légende à cette photo. Où est-ce qu'il est l'hydroxyapatite? Qu'est-ce que je vois tout autour? Parce que votre manuscrit ou ce mémoire va être utilisé par d'autres. J'aimerais bien, personnellement, quand j'ai vu, je vois quelque chose qui ressemble à du chou-fleur, mais cette photo-là, c'est-à-dire, il n'y a pas de légende, j'arrive pas à comprendre. En fait, la légende sur la figure. La légende, soit sur la figure, soit avec des flèches. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce que je reproche à toutes vos photos même. Hein. Ce n'est pas aussi évident pour nous que pour vous. Hein. Vous comprenez. Vous comprenez peut-être, ou bien on vous a expliqué, les gens qui sont pionniers dans la matière. Mais moi, en tant que lecteur, je ne peux pas comprendre. Je peux pas comprendre que les cellules, c'est des points en vert et le substrat, l'hydroxyapatite, ce qui est en rouge. Je peux pas. C'est pas aussi évident. Donc il faut légender vos photos. Ok. Alors juste pour les photos MEB. Photos MEB couplées à l'EDX. C'est en quelle page? Bon, c'est des pages 105, mais vous pouvez les montrer ici sur la diapo, s'il vous plaît. Voilà. Je remarque que le carbone, le carbone, c'est un pic qui augmente, qui diminue. Pourquoi? Bon, le fait qu'il y a du CA, je comprends, du phosphore, je comprends, de l'oxygène, je comprends. Mais le C, il vient d'où? Déjà, d'une part, le support de l'appareillage sur lequel on dépose l'échantillon, ouais. Il contient du carbone. Donc même, je l'ai expliqué dans le manuscrit, donc le pourcentage de carbone détecté, c'est dû au support en fait de l'équipement. Donc c'est pas le même support. Parce que tantôt il est important, tantôt non. Moi je dirais, est-ce que c'est pas lié à l'atmosphère du four ou bien de la boîte qui fait de la chambre? Là où on fait le vide, peut-être que c'est un petit peu contaminé. Mais aussi, c'est possible que c'est dû, donc on a la formation de la couche d'hydroxyapatite sur les matériaux, sachant que les matériaux, ils contiennent une phase organique, ils contiennent du carbone. Oui. Donc il se peut que l'endroit où on a fait l'analyse de composition, qu'on est tombé sur la phase organique. Donc c'est possible que c'est pour ça qu'on a détecté, donc dans la composition N3, qu'on a détecté un grand pourcentage en carbone. Donc c'est en fait l'endroit où on a fait l'analyse. Il est pas du tout important. Donc je passe au péage. Excusez-moi, Monsieur le Président, le travail est tellement intéressant que je ne peux pas relâcher Madame Yana comme ça. Il faut qu'elle nous explique certaines choses. 10 minutes? 5, d'accord. Madame Yana, donc le pH maintenant, à 3 jours et à 7 jours. Vous avez montré ici, sur la diapo, le pH à 3 jours et à 7 jours. Fort heureusement, pour vos résultats, vous trouvez des pH légèrement basiques. C'est fort heureusement, parce que si c'était dans un milieu acide, je crois que ça va altérer un petit peu votre matériau. Ou bien non? Alors les pH basiques, même les pH acides, ils sont défavorables pour le matériau. Donc il serait intéressant d'être aux alentours du pH biologique, 7,4. Donc là, on a enregistré des pH légèrement basiques après immersion des matériaux. Comme j'ai dit, c'est dû à l'échange
entre les ions calcium de l'hydroxyapatite et les ions hydronium du fluide biologique. D'accord. Mais vous dites qu'il y a un grand changement, mais je vois pas vraiment qu'il y a un grand changement. Surtout quand je prends le 1 sur 1, le matériau 1 sur 1, c'est 7,67 et 7,66. Il n'y a pas un grand changement. En fait, c'est en comparant par rapport au pH initial. D'accord. Avant immersion, c'est un D'accord. pH de 7,4 et après immersion, ils sont passés à 7, quelque chose, D'accord. supérieur à Donc, 7,4. je vais poser une dernière question par rapport à la DRX. Là où vous avez montré que, là, juste au-dessus, là vous avez montré, vous avez dit que la cristallinité augmente. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Alors, si on compare les spectres de diffraction obtenus après 3 jours d'immersion, vous voyez bien que les pics ils sont moins intenses que par rapport à 7 jours d'immersion. Ils sont plus intenses et plus fins. Donc ça montre que la couche formée est plus cristalline qu'après 3 jours d'immersion. Si je compare le rouge avec le bleu, Ouais. donc le rouge qui est à 3 jours d'immersion, et le 7 qui est à 7 jours le bleu qui est à 7 jours d'immersion, ma foi, c'est vrai, il y a une amélioration, c'est vrai. Ils sont, d'accord. Maintenant, les propriétés mécaniques de vos matériaux, comment ils sont? Alors, pour l'hydroxyapatite, elle est bien connue qu'elle est fragile. Elle n'a pas de bonnes propriétés mécaniques pour l'utiliser seule comme substitut osseux. C'est pour cela qu'on lui associe des polymères qui, eux, possèdent des propriétés mécaniques intéressantes pour améliorer les propriétés de l'hydroxyapatite. Donc, on a besoin d'associer... Vous l'avez fait? Vous avez fait les propriétés mécaniques? Non. Vous Je avez les ai testé pas sa faites. porosité? Porosité? La porosité du matériau? Non. Non. Ça serait intéressant de le mettre en exergue ou bien de le faire comme perspective, d'étudier en fait les propriétés mécaniques, parce que c'est ce qui est important. La finalité de votre matériau, c'est qu'il ait au moins une bonne propriété mécanique. Parce que s'il est fragile, ça sert à rien, quels que soient les résultats que vous obtenez. Sur ce, je réitère mes félicitations. Je vous dis d'avance mes félicitations encore une fois. Merci pour les réponses aux questions. Je tiens aussi à remercier Monsieur Kherdin de m'avoir invité, donc m'avoir invité pour assister ici ou bien évaluer le travail de ce travail, mademoiselle Léala. Je m'excuse, Monsieur le Président, si j'ai pris un peu de temps, et je vous remets la parole.